Martin. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Bienvenue à l'avenir financier 2016. Avant de débuter, pourriez-vous confirmer que vous êtes bien les qualités? Oui. Je vous rappelle que vous avez un maximum de 20 minutes pour présenter, suivi d'une période de questions de 5 minutes. J'afficherai le temps restant à l'aide de l'indicateur à 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et 10 dernières secondes sur les voix. Je vais partir le chronomètre lorsque vous commencerez. Est-ce qu'on peut avoir les cartons de temps, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez les voir? Merci. Donc, bonjour, je me présente Catherine Martin, mes collègues Kevin Gauthier et Nina Carla Boivin. Donc, aujourd'hui, on est venu à votre demande pour parler de différents sujets pour la planification, la succession de M. Pelletier. Donc, premièrement, on aimerait vous offrir nos plus sincères condoléances là, pour ce qui est arrivé. Puis, on va vous aider là, au mieux de nos connaissances là-dedans. Donc, le plan de la rencontre aujourd'hui. Premièrement, les impacts fiscaux des actifs qui ont été disposés au moment du décès. Ensuite, la déclaration de M. Pelletier. En fait, il y en aura 3. On va vous expliquer plus tard pourquoi. Le paiement des frais funéraires et les déclarations là, de Mme Martine et Mme Jeanne Pelletier. On va terminer avec la fiducie et des explications sur l'entreprise Construit. On avait quelques petits éléments à souligner avant de débuter. Donc, premièrement, comme le décès a eu lieu le 15 janvier, ça implique qu'il va y avoir 2 déclarations à produire, en fait. Une pour, même s'il y a seulement 15 jours là, dans cette année 2016, il va y avoir une déclaration à produire pour cette année-là. Puis, pour la production et le paiement des impôts, ça devrait être fait là, avant le 30 avril. Concernant les impacts fiscaux des actifs, en fait, vous nous avez demandé de faire le global. Donc, pour commencer, il est important de comprendre que l'argent dans le compte de banque est non imposable pour les 2 personnes, soit pour monsieur qui est décédé et pour sa conjointe. Ensuite, l'assurance vie que madame va recevoir est non imposable aussi. Ensuite, le monsieur a décidé de transférer un tiers de ses REER à sa fille. Étant donné que sa fille est majeure, en fait, la conséquence fiscale, ça va être qu'il va y avoir une inclusion au revenu de monsieur A3A de 98 849. Et sa fille va être réputée acquérir les REER pour le PBR du même montant. Ensuite, concernant les obligations, il n'y a aucun impact fiscal étant donné que le produit de disposition ainsi que le PBR était du même montant. Et donc, la fille est réputée l'acquérir à 100 000 Ensuite, sa conjointe va acquérir le 2 tiers des REER restants. Par contre, la conséquence, c'est que ça va être elle qui va avoir le revenu dans sa déclaration principale. Mais par contre, il y a un roulement qui est possible, en fait. Fait qu'on va l'acheter à 3A, on va le déduire à 3C, donc l'impact fiscal va être nul étant donné que c'est la conjointe. Et pour monsieur, il n'y a aucun impact fiscal étant donné que c'est exposé être maman. Ensuite, concernant le véhicule, en fait, il ne va avoir aucun impact pour monsieur et la conjointe va être réputée l'acquérir au coût indiqué, donc au PBR de 95 000 Ensuite, concernant les règles fiscales, en fait, les actions privilégiées, le terrain et les actions ordinaires, c'est la conjointe qui va les acquérir. Donc, on va toutes les faire au coût indiqué, ce qui va faire en sorte qu'il n'y aura aucun impact pour M. Pelletier. Et pour madame, en fait, elle va les acquérir au coût que M. Pelletier les avait. Ensuite, concernant les résidences, en fait, il y avait un chalet et une résidence principale. En fait, on a fait un petit calcul, on a fait le produit de disposition pour savoir le gain en capital en fait, que ça coûtait pour chacune des bâtisses. On peut remarquer que c'est un montant considérablement important, mais par contre, il y a une exemption pour gain en capital qui est disponible, ce qui fait en sorte que selon les années d'intention, on a fait un petit calcul, donc le gain en capital par année pour le chalet est de 12 500 et pour la résidence est de 5 286. Ce qui fait en sorte qu'on va prioriser le chalet en premier, étant donné qu'on va payer beaucoup plus d'impôts sur la disposition. Donc, on va essayer d'utiliser la résidence, l'exemption pour résidence principale sur le chalet. Donc, en fait, notre choix fiscal qu'on vous conseille, c'est de prendre les 15 ans pour le chalet, parce que vous n'avez pas besoin de prendre le 16 ans, étant donné que dans la loi, il nous donne une année d'allègements fiscaux supplémentaires gratuits. Et vous allez garder 6 ans pour madame, étant donné qu'elle désire conserver la résidence. Puis par la suite, à la suite de sa disposition, on va pouvoir accumuler les années futures qu'elle va vivre à l'intérieur. Donc, elle va acquérir, par contre, la bâtisse pour un PBR de 244 000 soit le coût que son conjoint avait payé.
Donc, suite du tableau, on peut passer à la déclaration de M. Jacques Pelletier. Donc, celui-ci, il avait un revenu d'emploi de 95 000, donc on rajoute à son revenu. Depuis, il y avait un revenu de location sur chalet en Floride. Donc, même si c'était un revenu qu'il gagnait en Floride, donc hors Canada, le Canadien est réputé être imposé sur son revenu mondial. Par la suite, comme il a légué le tiers de son REER à sa fille majeure, il faut ajouter à son revenu le REER. Donc, c'est un total de 215 000. De plus, comme on l'a dit précédemment, pour la vente du chalet, il y a un gain capital imposable de 5 000 par contre, comme on a le droit à l'exemption, finalement, il n'y a pas de gain capital imposable à cette section-ci. Donc, ça continue, donc on prend le revenu net, il n'y a pas de déduction, donc c'est le revenu imposable. Donc, le revenu imposable, on le multiplie par les différents taux, donc à 16 à 22 ce qui donne un montant de 38 000 à payer. Par contre, M. Pelletier a le droit à des crédits d'impôt, donc le crédit de base. Ensuite de ça, le crédit pour conjoint, il n'y a pas de droit, parce que sa conjoint fait plus que le 11 000, donc le crédit est annulé. Ensuite de ça, le crédit pour l'emploi, vu qu'il y a revenu d'emploi, on a un droit aussi à ce crédit-là. Par la suite, pour le crédit pour don, comme il fait un don à un organisme de bienfaisance non enregistré au Canada, donc le crédit pour don n'est pas admissible, donc on ne peut pas le prendre non plus. Donc, le temps des crédits fait 18 000. Ça, il faut également prendre un abattement pour le Québec, comme M. Pelletier est résident du Québec. Donc, on prend l'impôt fédéral de base de 38 000, moins les crédits, moins l'abattement. C'est l'impôt à payer fédéral de 39 000. Pour le Québec, c'est environ le même calcul. Donc, on a pris, pour donner à peu près une idée, ça fait 39 000 de côté, 37 000 environ de l'autre, ce qui fait un impôt de 80 000 pour la déclaration principale. Par la suite, comme c'est l'année du décès, on peut faire un choix de faire des déclarations distinctes. Donc, nous, on va en faire deux. La première, c'est la déclaration de droits du bien. Donc, le dividende qu'il reçoit de Jones a été encaissé, a été échu, mais pas encore encaissé. Donc, on peut faire un choix de mettre une déclaration distincte. Donc, ce dividende-là va déposer, mais par contre, comme on peut réappliquer le crédit de base de 11 000, il n'y aura aucune instance fiscale, donc cette déclaration-là, il n'y aura pas d'impôt à payer. Par contre, on peut aussi faire le choix d'une deuxième déclaration pour les revenus de quote-part d'une SENC, société en nom collectif. Donc, ce quote-part, il y avait le revenu de 500 000, on le divise par 3, selon trois partenaires. Donc, le 170 000, c'est ça, c'est le revenu pour la déclaration distincte numéro 2. On prend un impôt marginal global de 50 ce qui donne un impôt payé de 80 000 environ aussi. Concernant la police d'assurance, une de vos demandes était de savoir en fait si la police d'assurance allait couvrir les frais funéraires de 25 000 Avec les calculs qu'on vient de vous démontrer, en fait, on a un impôt global de 160 000 qui inclut la déclaration principale ainsi que les deux secondaires, plus en fait les frais funéraires de 25 000 ce qui fait 185 000 en partant pour payer seulement l'impôt et de frais. Donc, avec seulement votre assurance de 100 000 présentement, vous êtes dans l'impossibilité de payer cela car il vous manque 85 000 Par contre, on a une solution pour vous. En fait, vous pourriez vendre les actions de Picule. Ça, en fait, ça ferait que vous êtes une SPCC au départ et vous êtes admissible à être une SEPE parce qu'en fait, vous avez détenu les actions durant 2 ans. En fait, vous les avez eu 7 ans. Donc, le premier critère est respecté. Ensuite, vous avez 50 de votre juste valeur des actifs qui est exploité activement dans votre entreprise durant au moins 24 mois. Et par la suite, au moment de la disposition, vous avez 95 du critère respecté alors qu'il fallait seulement 90. Donc ça, en fait, ça fait en sorte que vous êtes admissible à des actions de petites entreprises. Ça va faire en sorte que dans la déclaration du décédé, avec la conjointe, quand on va disposer des actions, au lieu de le mettre dans le fond au coût indiqué, on va faire à la juste valeur. Ce qui va faire en sorte que monsieur, en fait, il va avoir un gain en capital imposable de 40 000 dans sa déclaration. Mais étant donné qu'il respecte les critères, vous allez pouvoir utiliser la DGIC. Ça, c'est une déduction pour gain en capital. En fait, vous avez un maximum de 813 600 que vous pouvez prendre. Ça, en fait, ça va annuler tout le gain au complet en capital, ce qui va faire en sorte que madame, au lieu de l'acquérir à un coût inférieur, elle va l'acquérir à la juste valeur. Puis si elle désire vendre tout de suite les actions par la suite, elle va pouvoir prendre l'argent encaissé tout de suite et payer par le fait même les frais funéraires et les autres coûts afférents que vous allez avoir à payer dû au décès. Donc, on va poursuivre avec la déclaration de Mme Pelletier. Donc, on a débuté par le calcul des revenus. Donc, on a mis le REER, revenu d'emploi, puis on a enlevé la déduction pour REER, ce qui fait un revenu net de 31 200. Donc, grâce là, au coût indiqué, il n'y a pas vraiment d'impact fiscal dans votre déclaration du décès de M. Pelletier sur la disposition des actifs. Par contre, on veut vous informer qu'à la revente du véhicule, il
il y aura en fait une perte en capital de 60 000 $, mais celle-ci va être réputée nulle puisque c'est un bien à usage personnel. Ensuite, il va y avoir aussi à la revente du terrain une perte en capital de 2 500 $, mais qui va être déductible en fait contre du gain en capital à ce moment-là. Pour la déclaration de Mme Jeanne Pelletier, on a un revenu d'emploi de 36 000 $. Puis ensuite, vous nous avez demandé, avec le REER qui vous est donné par M. Pelletier, s'il était possible de payer vos dettes avec ce montant-là. Donc, nous, ce qu'on vous conseille, c'est premièrement payer le montant de la carte de crédit, parce que c'est à un taux de 20 %. Donc, ça serait bien de payer cette dette-là qui accumule des intérêts à 20 % sans arrêt, en fait. Puis, on vous suggérerait d'utiliser environ 15 000 $ de ce montant-là que vous allez recevoir pour le conserver dans le cotiser à un REER. En fait, le 15 000 $, on l'a estimé parce que c'est un montant là, qui est avantageux compte tenu des crédits disponibles que vous avez, donc le crédit de base pour emploi, pour le intérêt sur les prêts étudiants. Donc, c'est ça qu'on vous conseillerait là, de faire avec cet argent-là. Ensuite, la fiducie. Vous nous avez demandé des explications concernant la fiducie. Donc, en fait, le but d'une fiducie, c'est transférer de l'argent. Ça permet de gérer l'argent par l'entremise des fiduciaires. Ça amène des conséquences, par exemple, comme dans la fiducie, il y a un taux d'impôt supérieur, nettement supérieur lorsqu'on y laisse l'argent à l'intérieur. Ensuite, ça prend 3 fiduciaires pour prendre des décisions. Vous en aviez nommé seulement un, mais puis aussi, on considère que c'est quand même compliqué, la paperasse, les technicités de la fiducie. Puis on voulait vous informer qu'il y avait la production de la déclaration dans les 90 jours. Donc nous, ce qu'on vous suggère en fait comme solution à la place de la fiducie, ça serait un régime enregistré d'épargne études, REEE. Ça, c'est avantageux puisqu'il y a le gouvernement qui fait des cotisations en même temps que vous là, dans ce régime-là. Donc, puisque c'est pour payer les études de votre fille plus tard, c'est avantageux pour ça. Puis, c'est à l'abri de l'impôt dans ce système-là. Donc, ensuite, pour Construico, vous avez reçu une offre de votre collègue Serge. On veut savoir si l'offre était avantageuse ou non. Donc, nous, on vous propose d'accepter l'offre numéro 2, car le montant reçu total va être plus élevé dans l'offre numéro 2 que l'offre numéro 1. Par contre, comme c'est dit dans le testament, la partie reçue va être divisée en deux. Donc, Mme Jeanne et Mme Pelletier vont tous les deux recevoir le coût de disposition et on va devoir à ça soustraire le PBR. Le PBR de l'entreprise, c'est les codes parts qui ont été accumulés par M. Jacques Pelletier au fil des années, plus son investissement initial. Donc, les deux vont avoir un gain capital futur lorsqu'ils vont vendre leur part d'entreprise. Finalement, pour les demandes de Construico, on veut savoir, vous avez fait des pertes en capital de 550 000 lors des deux dernières années. Ces pertes-là, on peut les prendre seulement quand on est gains en capital futur d'entreprise. Donc, même si la société en collectif fait des pertes en capital, on ne peut pas les prendre personnellement. Il faut vraiment que la société elle-même fasse un gain capital. Ensuite, on peut appliquer les pertes en capital de Construico. Pour la voiture, pour l'instant, Tom il loue une voiture à 1 500 $ par mois. Par contre, le montant maximum est de 800 $ qu'on peut déduire aux fins fiscales pour votre entreprise. Ensuite, les congrès. Donc, vous avez 10 congrès par année qui se déroulent partout. Donc, pour fin fiscale, on peut seulement déduire 2 congrès. Donc, c'est conseillé de prendre les 2 congrès les plus chers pour déduire aux fins fiscales. Et finalement, pour ce qui est de l'avion, donc il y a une petite partie qui est personnelle, donc il faut faire un peu attention. Si on utilise trop de parties personnelles, on peut vraiment déduire les montants avec l'avion. Donc, en conclusion, on va revenir sur la rencontre d'aujourd'hui. On a parlé des impacts fiscaux des dispositions d'actifs. Ensuite, l'exemption totale là, pour le chalet qui est très intéressante. L'impôt à payer global de M. Pelletier qui est d'environ 80 000 $. L'impôt à payer sur les déclarations secondaires, là, les 2 déclarations distinctes, qui est de 80 000 $ également. Pour la police d'assurance, on a conclu qu'elle était insuffisante pour payer au complet là, les sommes des frais funéraires et l'impôt à payer. Par contre, on vous a recommandé de vendre les actions de Plicus, donc on pense que ça serait quelque chose de bien à faire.
On a parlé aussi des impacts fiscaux de Mme Pelletier ainsi que de Jeanne. On a donné quelques conseils pour le paiement des dettes, donc prioriser le paiement de la carte de crédit de 7 300 $. On vous recommande le régime enregistré d'épargne-études. Ensuite, on conseille aussi pour Construit Tout d'accepter l'offre d'achat de M. Serge, votre collègue. Donc, on espère que la rencontre d'aujourd'hui vous aura aidé dans ces éléments qui sont survenus cette année. Puis, c'est certain qu'on va être disponible là, si vous avez d'autres questions ou d'autres interrogations par rapport à ça. Donc, est-ce que vous avez des questions? Première question, j'aimerais savoir si, en tant qu'exécutant testamentaire, si j'ai des obligations légales, des précautions à prendre avant de procéder à la distribution des biens. Bien, en fait, vous pouvez vous assurer, premièrement, de payer vos impôts avant de distribuer les biens, parce que sinon, vous pourriez être sujet à refuser la succession. Si vos dettes sont trop élevées par rapport à ce que vous avez de profit, c'est probablement ça qui arriverait en cas légal. Et si vous avez distribué les biens avant en fait, de payer vos impôts et vous ne pouvez pas, vous allez être tenu responsable personnellement de repayer les biens, en fait, probablement à l'ARC. Ce qui est important aussi, c'est de répertorier là, tous les actifs, mais répertorier tous les passifs là, qui sont connus pour pas qu'on arrive avec des mauvaises surprises par la suite d'impôts à payer ou de choses comme ça. Donc, c'est important de connaître là, les actifs de M. Pelletier. Si je vous renvoie à votre déclaration principale, j'avais cru comprendre au début que vous avez dit que vous faisiez 2 déclarations. Là, j'en vois une déclaration principale. Est-ce que vous pouvez juste élaborer un peu là-dessus? Il y a 2 déclarations. En fait, c'est comme M. Pelletier est décédé le 15 janvier 2016, une déclaration pour du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 et une autre du 1er janvier au 15 janvier 2016. Sauf que là, il n'y avait pas beaucoup de montants en jeu, donc on a dit que c'était pas vraiment important à présenter. Donc là, je vois que vous avez mis le REER dans la déclaration 2015. Est-ce que vous le laisseriez là? Oui. OK. Par rapport à la société en nom collectif, le Construit Tout, je vois ici là, que vous avez calculé à peu près 80 000 $ d'impôts à payer en considérant, j'imagine, juste valeur marchande de 500 000 pour la totalité. Ben, le 80 000, c'était pour M. Jacques Pelletier. Pour M. Jacques Pelletier, Oui. c'est ça. Sauf que il est calculé en fonction du 500 000 pour la totalité de Construit Tout, alors qu'il y a une option de Serge pour 500 000 pour sa portion à lui. Est-ce que ça se peut que l'impôt soit plus importante à payer? Ça se pourrait que l'impôt soit plus importante à payer si on inclut au revenu sa quote-part dans la déclaration principale de monsieur. On a le choix de se soustraire, de faire une déclaration distincte, donc il y a 2 montants à payer différents. Et si on les met ensemble, finalement, ils sont plus élevés. Peut-être je me suis mal fait comprendre. Ouais. Juste pour être certaine, c'est dans la déclaration distincte, c'est quoi qu'il y a là exactement? La numéro 2? Oui. Oui, c'est la quote-part des bénéfices de la société en nom collectif de 2015. C'est quoi sa quote-part? C'est le 500 000? Oui, divisé par 3. OK. Par ailleurs, le 95 000 que vous avez mis dans la déclaration principale, ça c'est quoi? 95 000 de la principale, ben je pense que c'était plus 39 000 fédéral plus Québec. Ah non, c'est son revenu d'emploi. Donc, revenu d'emploi. De Construit Tout aussi. Oui. En fait, lui, il a un emploi, donc il est engagé par la société, donc il reçoit le revenu d'emploi. Okay. Plus le bénéfice de la société en collectif, lui, le bénéfice final, il est divisé en 3 pour le code-part des partenaires. Parfait. Puis, toujours concernant la participation dans Construit Tout, autrement dit, il est réputé en disposer au moment de son décès. Oui, sauf qu'il n'y aurait pas un gain à inclure dans sa déclaration principale? Mais dans son testament, il dit que si il laisse 5 ans à Jeanne pour prendre la décision, donc si Jeanne décide de garder l'entreprise, donc il va transférer à Jeanne sa part. Sinon, s'il vend, il va falloir faire le poids de disposition qu'il vend, moins le PBR qu'on a calculé auparavant. Puis ça, est-ce que c'est Jeanne qui se taxerait sur ce montant-là ou c'est M. Pelletier dans la déclaration du décédé? C'est Jeanne. OK.
Parfait. Parce que là, dans le fond, vous avez suggéré l'option 2. Alors, on présume Oui. qu'elle ne conserve pas la participation pendant 5 ans, qu'elle va en disposer Oui. immédiatement. Puis, donc, il n'y a rien dans la déclaration d'impôt du décédé concernant... En fait, on nous demandait d'évaluer les deux options. Puis, vous avez quand même 5 ans pour réfléchir, mais c'est seulement conseiller la meilleure option. Donc, selon nous, c'était la deuxième, mais il n'y a rien qui va être effectif, là, qui est déjà effectif. C'était seulement un conseil. Là. Mais quand ça sera fait, c'est certain qu'il y aura des montants inclus dans la déclaration. Mais par contre, quand Jeanne va l'acquérir, ça va être à la Julienne. Fait que si elle, à la fin, il n'y aura pas nécessairement de bien capital, ça va plus être dans la déclaration de son père quand il va la disposer, en fait, ça va être dans la déclaration de monsieur. Quand? Au moment du décès, en fait. Quand on va faire la déclaration de 2015. Fait que là, il manque un peu la plus-value du gain en capital dans votre analyse, si je comprends Oui, bien. bien en fait, on va faire les recherches supplémentaires, on va vous revenir avec le reste dans un délai proche. Merci. Il y a des questions?